Imaginez le stéréotype du dictateur du XXe siècle. Il y a un coup d'État ou une guerre civile pour accéder au pouvoir. Il y a des purges massives pour le conserver. Il y a un culte de la personnalité, des comptes bancaires en Suisse, des palais entièrement recouverts d'or et un plan de fuite pour le jour où tout s'effondrera. Hitler figure automatiquement sur cette liste. C'est le dictateur, l'archétype, le nom qui définit toute la catégorie. Mais il y a quelque chose que presque personne ne remarque. Sur pratiquement tous les critères utilisés par les historiens pour évaluer les dictatures, Hitler n'a pas seulement brisé ce modèle. Il en était l'exact opposé. Le pouvoir lui a été confié légalement. Il n'a jamais purgé son entourage, il n'a désigné de successeur qu'aux dernières heures de sa vie. Il n'a bâti aucune dynastie, il a refusé l'exil, il a ordonné la destruction de son propre pays. Et il s'est tiré une balle dans une cave à l'âge de 56 ans. Tous les autres dictateurs de cette liste voulaient survivre. Hitler, lui, voulait le contraire. Et cette inversion unique est la clé qui permet de comprendre presque tout ce que les gens comprennent mal au sujet du Troisième Reich. Le 30 janvier 1933, à 11h30 du matin, Adolf Hitler prêta serment en tant que chancelier du Reich allemand au palais du président du Reich à Berlin. On lui épingla l'écharpe tricolore à la manche. Il y eut des poignées de main, il y eut des photos. Et ce qui venait de se passer dans cette salle était, du point de vue de l'histoire des dictatures du XXe siècle, quelque chose de tout à fait sans précédent. Il n'y avait pas eu de coup d'État, il n'y avait pas eu de guerre civile, il n'y avait pas de cadavres dans les rues. Le système constitutionnel même de la République de Weimar, le mécanisme même conçu pour contenir et canaliser le pouvoir politique, venait d'installer à la chancellerie l'homme qui avait promis de le détruire. Comparez cela au reste de la liste. Iosif Staline a passé des décennies à manœuvrer au sein du parti bolchevique, éliminant ses rivaux un à un, profitant de la mort soudaine de Lénine en janvier 1924 pour consolider un pouvoir que personne ne lui aurait cédé de son plein gré. Mao Zedong a combattu dans une guerre civile qui a duré des décennies et coûté des millions de vies avant de proclamer la République populaire de Chine sur la place Tiananmen le 1er octobre 1949. Benito Mussolini a marché sur Rome à la tête de ses chemises noires en octobre 1922, menaçant de déclencher une insurrection armée jusqu'à ce que le roi Victor Emmanuel III cède. Francisco Franco a lancé un coup d'État militaire le 17 juillet 1936 qui a saigné l'Espagne à blanc pendant 3 années de guerre fratricide. Fidel Castro a passé 2 ans dans la Sierra Maestra à diriger une insurrection de guérilla avant d'entrer dans la Havane le 8 janvier 1959. Kim Il-sung a été physiquement installé à Pyongyang par l'avancée de l'armée rouge soviétique en 1945. Tous ont payé le prix que ce travail coûte habituellement. La violence, l'exil, la prison ou les trois à la fois. Hitler n'a payé aucun de ces prix. L'historien Ian Kershaw, dans sa biographie monumentale en 2 volumes publiés entre 1998 et 2000, a décrit ce mécanisme avec précision. Hitler a été propulsé au pouvoir par les élites conservatrices qui pensaient pouvoir le tenir en laisse. L'ancien chancelier Franz von Papen, architecte de cet accord conclu dans l'ombre, avait déclaré à un ami quelques jours auparavant « Nous avons engagé Hitler ». La confiance de Papen était si absolue qu'il alla jusqu'à parier qu'il pourrait faire reculer Hitler en 6 semaines. Le président Paul von Hindenburg, un maréchal de 85 ans qui, quelques mois auparavant, avait qualifié Hitler avec mépris de caporal de Bohême, signa le décret de nomination ce même matin. Non pas parce qu'il l'admirait, mais parce que le système politique de la République de Weimar était à ce point fracturé, à ce point paralysé par la crise économique déclenchée après le krach boursier d'octobre 1929, que Hindenburg n'avait guère d'autres alternatives qui n'impliquassent pas une rupture constitutionnelle, ce qu'il voulait justement éviter. Le NSDAP avait obtenu 37,4% des voix aux élections de juillet 1932. Il avait perdu 2 millions de voix en novembre de la même année, tombant à 33,1%. La marée semblait se retirer. Hitler était en train d'être battu par le processus démocratique. Et c'est alors que ce même processus démocratique l'a sauvé. Von Papen avait besoin des voix nazies pour former un gouvernement. Hindenburg avait besoin de stabilité. Hitler obtint la chancellerie avec seulement 2 ministres nazis dans un cabinet de 11 personnes.
Les conservateurs estimaient que cela suffirait à le contrôler. En 53 jours, ce calcul était déjà irrémédiablement dépassé. Le 23 mars 1933, le Reichstag se réunit au Krolloper, l'Opéra de Berlin, car le bâtiment du Parlement avait été ravagé par un incendie 3 semaines plus tôt, que les nazis avaient imputé aux communistes. Les députés du SPD, le Parti social-démocrate, savaient exactement ce qui allait se passer. À l'extérieur du bâtiment, les SA, en uniforme marron, formaient des rangs silencieux. À l'intérieur, des soldats de la SS flanquaient l'allée centrale. Le député Otto Wels, président du SPD, se leva dans cette atmosphère d'intimidation calculée et prononça des mots que l'histoire allait retenir. On nous confiera la justice indestructible, l'humanité et la liberté. Les autres députés sociaux-démocrates qui n'avaient pas encore été arrêtés ou qui ne s'étaient pas exilés votèrent contre. Tous les autres partis, y compris le Zentrum catholique, votèrent en faveur de la loi d'habilitation qui conférait à l'exécutif le pouvoir de légiférer sans le Parlement. Le résultat final fut de 441 voix contre 94. Le Parlement allemand lui-même, à une majorité de plus de 80%, a voté volontairement la dissolution de son propre pouvoir législatif. Aucun autre dictateur du XXe siècle n'a bénéficié d'un tel point de départ. Aucun n'a reçu les clés de l'institution censée le freiner des mains même de cette institution. Les purges sont la marque de fabrique des dictateurs. Elles sont la preuve que le pouvoir leur importe plus que toute autre chose. Elles constituent le mécanisme par lequel un homme transforme une victoire initiale en domination permanente. Lorsque l'on observe le Troisième Reich de l'extérieur, on suppose qu'Hitler a agi de la même manière. Et c'est une hypothèse si raisonnable, si cohérente avec tout ce que l'on sait du fonctionnement des autocraties, que peu de gens prennent le temps de la vérifier. Le résultat est surprenant. Hermann Göring était aux côtés d'Hitler depuis 1922. Il fut l'un des premiers dirigeants du NSDAP, commandant de la SA pendant les années de lutte, blessé à l'aine lors du putsch manqué de Munich des 8 et 9 novembre 1923. Sous la République de Weimar, il fut élu député au Reichstag en 1928 et en devint président en 1932, poste à partir duquel il utilisa le pouvoir parlementaire pour torpiller toute possibilité que le système puisse bloquer Hitler. En 1933, il était ministre-président de Prusse, contrôlant la plus grande force de police d'Allemagne. En 1936, il dirigeait le plan quadriennal qui réorganisait l'économie allemande selon des priorités militaires. En juillet 1940, après la chute de la France, Hitler lui accorda le grade unique de maréchal du Reich, Reichsmarschall, le seul titre de ce rang dans toute l'armée allemande, un honneur sans précédent et sans limite hiérarchique possible. L'homme qui avait été son compagnon de bagarres et de bières pendant les années de lutte à Munich restait, 8 ans plus tard, le numéro 2 du régime. Joseph Goebbels rejoignit le mouvement en 1926 et fut nommé Gauleiter de Berlin la même année, avec pour mission de conquérir une ville qui était un bastion ouvrier socialiste et communiste. Il y parvint. Lorsque Hitler arriva au pouvoir en 1933, Goebbels devint ministre du Reich, chargé de l'éducation du peuple et de la propagande, contrôlant la radio, le cinéma, la presse et les arts d'un pays de 70 millions d'habitants. Il occupa ce poste sans aucune interruption ni menace sérieuse pendant 12 ans. Lorsque Hitler dicta son testament politique à l'aube du 29 avril 1945, il nomma Goebbels chancelier du Reich, la dernière des hautes fonctions, réservée pour la fin en guise de récompense à celui qui n'avait jamais cédé. Le lendemain, Goebbels ordonna que l'on administre du cyanure à ses 6 enfants, âgés de 4 à 12 ans, puis il se suicida aux côtés de son épouse Magda dans le jardin de la chancellerie. Heinrich Himmler adhéra au parti en 1923 et participa également au putsch de Munich, bien que dans un rôle secondaire, en portant le drapeau de guerre du Reichskriegsflagge. En 1929, lorsque Hitler le nomma Reichsführer SS, le corps de garde personnel qu'il dirigeait ne comptait guère plus de 290 hommes. Ce que Himmler construisit à partir de cette graine fut l'un des appareils de pouvoir les plus extraordinaires qu'aucun État moderne n'ait jamais engendré. Les SS sont passés de 290 à plus d'1 million de membres en 1944.
Elles contrôlèrent la Gestapo, le contre-espionnage, les camps de concentration et d'extermination, la Waffen-SS en tant qu'armée parallèle, l'administration policière des territoires occupés, ainsi qu'une grande partie du système productif qui recourait au travail forcé des camps. Himmler n'a jamais été remis en cause à ce poste jusqu'aux dernières semaines du régime, lorsqu'il a tenté de négocier en secret avec les Alliés par l'intermédiaire du médiateur suédois Folke Bernadotte et qu'il a été démis de ses fonctions par Hitler par télégramme le 28 avril 1945, alors qu'il n'y avait plus rien à démettre. Martin Bormann était l'homme qui contrôlait l'accès à Hitler. Chef de la chancellerie du parti depuis 1941 après la fuite de Hesse, son pouvoir tenait à sa proximité physique. Quiconque ne passait pas par Bormann ne pouvait atteindre le Führer. Albert Speer, l'architecte puis ministre de l'Armement devenu l'un des plus proches collaborateurs d'Hitler, décrivit Bormann comme l'homme qui exerçait le plus de pouvoir réel au sein du Troisième Reich durant les 3 dernières années de la guerre, non pas parce qu'il occupait un poste prestigieux, mais parce qu'il contrôlait l'agenda, les documents et les accès. Il resta à ce poste jusqu'au jour de la mort d'Hitler. Albert Speer, Joachim von Ribbentrop, Alfred Rosenberg, les mêmes visages, les mêmes noms, les mêmes hommes. 12 ans plus tard, il y eut des exceptions, mais elles sont si particulières et si révélatrices dans leur spécificité qu'elles confirment la règle plutôt que de la contredire. Ernst Röhm était le chef des SA, les sections d'assaut, cette armée paramilitaire aux chemises brunes qui avait porté Hitler au pouvoir grâce à la violence de rue et à la terreur systématique. En 1934, la SA comptait plus de 3 millions d'hommes, une force bien supérieure à celle de la Reichswehr régulière. Röhm voulait en faire la nouvelle armée allemande et faire d'Hitler le chef d'une révolution sociale encore en suspens. C'était un vétéran de guerre décoré, un commandant brillant et l'un des rares hommes avec lesquels Hitler se permettait de tutoyer. Mais il représentait une structure de pouvoir alternative qui menaçait tant l'armée professionnelle que les élites conservatrices dont Hitler avait encore besoin du soutien. Lors de la nuit des longs couteaux, entre le 30 juin et le 2 juillet 1934, des unités de la SS exécutèrent Röhm et la direction de la SA, ainsi que certains adversaires politiques historiques du mouvement. Le nombre exact de morts n'a jamais été établi avec certitude. Les chiffres officiels nazis faisaient état de 77 victimes, tandis que les estimations universitaires les plus fiables oscillent entre 85 et 200 personnes. Ce fut l'acte de violence politique interne le plus concentré qu'Hitler ait autorisé, et ce fut un événement unique. Il ne s'est pas reproduit. La motivation n'était pas la paranoïa envers un proche collaborateur, c'était la nécessité tactique de neutraliser une structure de pouvoir rivale avant que l'armée dont Hitler avait besoin pour réarmer l'Allemagne ne le considère comme un obstacle insurmontable. Röhm n'a pas été éliminé parce qu'Hitler doutait de sa loyauté. Il a été éliminé parce que son organisation était structurellement en concurrence avec une autre organisation dont Hitler avait également besoin. La logique était celle de la consolidation de l'État et non celle de la peur personnelle. Rudolf Hess, le secrétaire personnel d'Hitler, l'homme qui avait transcrit Mein Kampf alors que tous deux purgeaient leur peine à Landsberg après le putsch de 1923, s'envola seul pour l'Écosse le 10 mai 1941 à bord d'un Messerschmitt Bf-110R, spécialement modifié pour les vols long courriers. Il atterrit en parachute près du domaine de Dungavel House, dans le Lanarkshire, et demanda à être conduit devant le duc d'Hamilton, avec lequel il souhaitait négocier la paix, convaincu que la Grande-Bretagne pouvait conclure un accord laissant les mains libres à Hitler en Europe continentale. Les Britanniques l'ont interné et ne l'ont jamais utilisé à quelque fin que ce soit. Hitler l'a qualifié de fou. Himmler en a été informé et a ouvert une enquête de routine qui n'a eu aucune conséquence pour l'entourage de Hess. Rudolf Hess a passé le reste de la guerre en captivité chez les Britanniques. Il a été condamné à Nuremberg à la prison à perpétuité et mourut à la prison de Spandau le 17 août 1987 à l'âge de 93 ans. Il n'a pas purgé sa peine. Il a été officiellement déclaré aliéné et tomba dans l'oubli. Comparez maintenant cela à Staline. La Grande Terreur de 1937 et 1938, phase la plus intense des purges soviétiques, a fait au moins 681 692 exécutions en moins de 2 ans.
selon les seuls chiffres officiels soviétiques déclassifiés après la chute de l'URSS. Les estimations des historiens oscillent entre 750 000 et 1,2 million. Elle a pratiquement éliminé tous les bolcheviks de la première heure, ces hommes qui avaient fait la révolution aux côtés de Lénine, en les traînant devant les tribunaux militaires, en les forçant à avouer des crimes fantaisistes sous la torture dans les sous-sols de la Loubianka, puis en les exécutant d'une balle dans la nuque. Guerguy Yagoda, le chef du NKVD qui avait organisé les premières purges, fut lui-même arrêté, jugé et exécuté en 1938. Son successeur, Nikolaï Yezhov, l'homme qui présida à la phase la plus sanglante de la terreur, fut démis de ses fonctions en 1938 lorsque Staline eut besoin d'un bouc émissaire pour les excès. Staline le nomma commissaire aux transports fluviaux, un poste sans aucun pouvoir, où Yezhov passa des semaines à assister à des réunions sans rien dire, à plier des feuilles de papier en forme d'avions et d'oiseaux et à les lancer en l'air. Au beau milieu d'une réunion du commissariat, des agents du NKVD firent irruption. Yezhov se leva, jeta son pistolet sur la table et déclara « J'attends cela depuis longtemps ». Il fut exécuté en 1940. La terreur s'étendit à l'armée. Le maréchal Mikhaïl Toukachevski, le commandant le plus brillant de l'armée rouge, inventeur de la doctrine des opérations en profondeur qui allait influencer toute la théorie militaire du XXe siècle, fut accusé d'espionnage au profit de l'Allemagne. Il fut jugé le 11 juin 1937 par un tribunal composé d'autres généraux dont certains allaient eux-mêmes être exécutés dans les mois suivants. Il fut exécuté le lendemain. Au total, la purge militaire a éliminé 3 des 5 maréchaux de l'armée soviétique, 13 des 15 commandants d'armée, 8 des 9 amiraux, 50 des 57 commandants de corps d'armée et 154 des 186 commandants de division. Staline a démantelé son propre commandement militaire à la veille de la guerre la plus destructrice de l'histoire de l'humanité parce qu'il craignait davantage ses généraux qu'Hitler. Hitler n'a jamais rien fait de tel, non pas parce qu'il était loyal ou bienveillant. L'historien Alan Bullock a souligné dans son analyse comparative que la différence entre les deux hommes ne résidait pas dans l'intensité, mais dans l'orientation. Staline menait des purges à l'intérieur du système car il voyait dans ses propres collaborateurs une menace pour son pouvoir. Hitler, lui, regardait toujours vers l'extérieur. Dans sa vision du monde, la menace ne venait jamais du cercle restreint. Elle venait de l'ennemi racial, et tant que l'ennemi racial existait, l'équipe n'était jamais le problème. En décembre 1941, après les premières semaines catastrophiques de la contre-offensive soviétique qui avait stoppé l'avancée allemande à 30 km de Moscou, Hitler prit une décision sans précédent parmi les dirigeants de la Seconde Guerre mondiale. Il releva le maréchal Walter von Brauchitsch de son commandement suprême de l'armée et prit lui-même le contrôle direct des opérations sur le front de l'Est, non pas en tant que figure représentative ou symbolique, mais de manière littérale et opérationnelle. Dès lors, Hitler dirigea la guerre au niveau des divisions individuelles. Il disposait de cartes dans chaque quartier général. À la Wolfschanze, la tanière du loup, dans les forêts de Prusse orientale, avec ses bunkers en béton de plusieurs mètres d'épaisseur, ses filets de camouflage en nylon vert sur les toits, ses générateurs autonomes et ses systèmes de ventilation forcés. Les réunions d'évaluation de la situation militaire commençaient à midi et pouvaient durer 4 ou 5 heures. Hitler désignait de son doigt potelé des repères sur la carte et dictait la position de régiments spécifiques, parfois même de bataillons. Ces généraux observaient en silence ou, lorsqu'ils osèrent s'exprimer, contestaient et étaient ignorés ou renvoyés. Aucun autre dirigeant de la Seconde Guerre mondiale n'a agi ainsi. Winston Churchill s'en remettait au maréchal Alan Brooke pour la stratégie terrestre. Franklin Roosevelt déléguait au général George Marshall. Staline, qui avait commencé la guerre en purgeant ses meilleurs commandants, tira les leçons de la catastrophe de l'opération Barbarossa et délégua de plus en plus au maréchal Guerguy Zhukov et au maréchal Alexandre Vassilievski pour les opérations sur le front de l'Est. Hitler ne faisait confiance qu'à lui-même, et les hommes qui savaient véritablement comment mener une guerre continentale le regardaient avec une horreur grandissante. Le général Hasso von Manteuffel, l'un des plus brillants commandants de blindés de l'armée allemande, décrivit ce paradoxe avec une précision clinique après la guerre. Selon son analyse,
Hitler avait une connaissance approfondie du niveau opérationnel inférieur, les caractéristiques des armes, l'influence du terrain et du climat, le moral des troupes. Il comprenait parfaitement comment une division se déplaçait et combattait. Mais la manière dont les armées opéraient dans leur ensemble, les grandes combinaisons stratégiques et tactiques, cela échappait complètement à sa compréhension. L'historien Jeffrey Megarji est parvenu à une conclusion similaire dans son analyse du commandement allemand. Ce qu'Hitler avait réussi à faire, selon Megarji, c'était de remporter une bataille contre son propre état-major au détriment de la stratégie elle-même. Une victoire de la tactique et de l'idéologie sur le jugement militaire professionnel qui aurait pu sauver le pays. Stalingrad est l'incarnation concrète de cette abstraction. À partir du 19 novembre 1942, les forces soviétiques du front du Sud-Ouest, sous le commandement du général Nikolaï Vatoutine, et du front de Stalingrad, sous le commandement du général Andrei Yeremenko, lancèrent l'opération Uranus. En 72 heures, les flancs de l'armée allemande de Gueorgui sur la Volga furent percés. Les 3e et 4e armées roumaines qui couvrirent ces flancs se sont effondrées. Le 22 novembre 1942, les 2 bras soviétiques se sont rejoints à Kalach, sur le Don. Les 220 000 hommes de la 6e armée allemande, sous le commandement du général Friedrich Paulus, se sont retrouvés complètement encerclés. Chaque officier supérieur du front de l'Est comprenait ce qui devait se passer ensuite. Briser l'encerclement, sauver les hommes, préserver l'armée pour le prochain combat. La fenêtre d'opportunité pour tenter cela existait. Elle était étroite, mais elle existait. Paulus le demandait. Zeitzler le demandait. Le maréchal de campagne Erich von Manstein, l'homme envoyé pour tenter de briser l'encerclement depuis l'extérieur, le demandait. Hitler n'a pas cédé d'un pouce. Il ordonna à la 6e armée de tenir sa position. Il promit un pont aérien que les calculs élémentaires de la capacité de transport de la Luftwaffe rendaient impossible. Pour nourrir et ravitailler 220 000 hommes au combat, il fallait au moins 600 tonnes de ravitaillement par jour. La Luftwaffe, dans les meilleures conditions et par temps idéal, ne pouvait en livrer plus de 100. La plupart du temps, elle ne livrait rien. Les soldats de la 6e armée passèrent de rations réduites à la consommation de chevaux de trait, puis à la mastication de cuir bouilli, pour finir par ne plus rien manger du tout. Les températures sur la Volga, durant l'hiver 1942 à 1943, descendirent jusqu'à 40 degrés sous zéro. Les hommes mouraient de froid sur leur position. Le 31 janvier 1943, Friedrich Paulus, qui quelques heures auparavant avait été promu par Hitler au grade de Feldmaréchal, un geste qui constituait également un message implicite lui enjoignant de mourir plutôt que de se rendre, capitula devant le général Mikhaïl Choumilov, commandant de la 64e armée soviétique. Le lendemain, ce fut au tour des derniers bastions de résistance au nord de la ville de se rendre. Le 2 février 1943 fut la date officielle de la capitulation totale. 91 000 hommes se mirent en marche vers la captivité soviétique, sous un froid qui leur cristallisait le souffle et leur noircissait les orteils. Ils portaient des bandages sales. Beaucoup n'avaient pas de bottes. Ils marchaient dans la neige en s'appuyant les uns sur les autres. Moins de 6 000 d'entre eux revinrent un jour en Allemagne. Un dictateur qui empêche son meilleur général de sauver sa meilleure armée agit directement à l'encontre de son propre intérêt, ce qui devrait être impossible, à moins que cet intérêt ne soit pas celui que tout le monde supposait. Voici l'axe autour duquel s'articule toute l'histoire. Citer la seule chose que tous les autres dictateurs de la Terre ont toujours eu en commun. L'instinct de survie du régime. Staline a tué pour rester en vie. Mao a procédé à des purges pour conserver le pouvoir. La dynastie Kim existe parce que 3 générations ont fait passer leur propre survie avant toute autre considération. Mussolini s'est enfui déguisé vers la Suisse alors que les partisans italiens se rapprochaient et il a été capturé le 27 avril 1945 dans la localité de Dongo, au bord du lac de Côme, alors qu'il tentait de franchir la frontière suisse caché dans un camion allemand. Ceausescu a quitté Bucarest en hélicoptère le 22 décembre 1989 tandis que la foule prenait d'assaut le comité central. Saddam Hussein a été extrait d'un trou creusé dans le sol près d'Ad-Daur, dans la province de Salaj ad-Din, le 13 décembre 2003. Kadhafi a été retrouvé à l'intérieur d'un tuyau d'évacuation à Sirte le 20 octobre 2011. Mobutu, Marcos, Baby Doc Duvalier,
Tous se sont enfuis en exil à l'étranger et ont vécu leurs derniers jours sur une plage d'un autre pays. Hitler est le seul parmi tout cela à être resté à Berlin. Mais il y a plus encore. Ce qui distingue le plus clairement le régime nazi de tout autre régime dictatorial du XXe siècle, c'est sa décision, documentée, systématique et répétée, de faire passer l'extermination avant la guerre, même lorsque ce choix accélérait la défaite. Au printemps et à l'été 1944, alors que la situation sur le front de l'Est se détériorait à un rythme tel que chaque wagon, chaque locomotive, chaque voie ferrée devenait une ressource militaire cruciale, les déportés hongrois arrivaient au complexe d'Auschwitz-Birkenau à un rythme que ses propres responsables n'avaient jamais connu. Entre le 15 mai et le 9 juillet 1944, en moins de 2 mois, environ 437 000 juifs hongrois furent déportés à Auschwitz. Les historiens Raoul Hilberg et Christopher Browning ont documenté le débat interne entre les autorités militaires et les SS concernant l'utilisation de cette capacité ferroviaire. L'armée avait besoin des trains. Les SS les ont obtenus pour les déportations. Hitler n'est pas intervenu pour restreindre les opérations d'extermination. Les chambres à gaz d'Auschwitz de Birkenau fonctionnaient à pleine capacité durant ces mois-là. Les 4 crématoires, construits entre 1942 et 1943, avaient la capacité technique d'incinérer les restes d'environ 4756 personnes par jour. Au plus fort de la crise en 1944, lorsque les trains arrivaient par convoi de 4 ou 5 par jour, le nombre de cadavres dépassait cette capacité et une partie des dépouilles devait être brûlée dans des fosses à ciel ouverts dans le camp. Des témoins survivants, comme Primo Levi, arrivé à Auschwitz en février 1944 dans un convoi en provenance d'Italie, ont décrit l'odeur qui imprégnait l'air du camp avant même de comprendre d'où elle provenait. Un mélange de fumée dense et douceâtre venant de la direction des crématoires. Le Sonderkommando, ces prisonniers contraints de travailler dans les crématoires, étaient régulièrement éliminés et remplacés par de nouveaux détenus afin d'empêcher tout témoignage. L'extermination venait en premier. La guerre venait en second. La guerre était le moyen de l'extermination et non l'inverse. Les historiens qui ont consacré leur carrière à scruter de près les rouages du Troisième Reich parviennent à cette même conclusion sous des angles différents. Ian Kershaw a fondé son interprétation sur le concept de « travailler pour le Führer ». Dans le Troisième Reich, les fonctionnaires et les officiers à tous les niveaux rivalisaient pour devancer les souhaits de la direction, et la tendance qui en résultait ne conduisait jamais vers la modération, mais toujours vers la radicalisation. Les actes d'extermination n'avaient pas besoin d'un ordre direct et explicite dans chaque cas. Ils nécessitaient un environnement dans lequel l'élimination de l'ennemi racial constituait le signal le plus constant émanant du centre du pouvoir. Saul Friedlander, dans son ouvrage monumental « Le Troisième Reich et les Juifs », s'appuyant en partie sur les témoignages des victimes ainsi que des auteurs des crimes, a soutenu que l'antisémitisme d'Hitler n'était pas un outil de mobilisation politique, mais la substance même de sa vision du monde. L'extermination du peuple juif n'était au service d'aucun autre objectif politique, car elle constituait un objectif politique en soi. Timothy Snyder, en comparant les territoires de massacre entre l'espace soviétique et l'espace nazi dans son ouvrage Terre de sang, a montré comment la violence hitlérienne obéissait à une logique interne qu'aucun modèle de rationalité politique conventionnelle ne peut expliquer. Elle ne produisait pas d'avantages stratégiques, ne renforçait pas la position du régime face à ses ennemis, ne consolidait pas le territoire. La seule logique qui l'explique est celle de la mission. Aucun régime optimisé pour la survie ne se comporte ainsi. Aucun système politique rationnel ne détourne de ressources militaires vers l'extermination au moment où la pression belliqueuse est à son comble. La mission a toujours primé sur la survie du régime. Il y a un détail que Robert G. L. Waite a documenté dans son étude psychologique sur Hitler, publiée en 1977, et que Kershaw confirme sous un autre angle. Hitler considérait dès le début la guerre et la question juive comme des entités indissociables. Dans sa prophétie du 30 janvier 1939, prononcée devant le Reichstag, il avait explicitement déclaré que si les pouvoirs financiers juifs plongeaient l'Europe dans une nouvelle guerre mondiale, cela entraînerait l'anéantissement de la race juive en Europe. Puis, lorsque la guerre éclata, il s'en servit comme justification rétroactive et comme cadre opérationnel pour l'extermination.
La guerre n'a pas été la cause de l'Holocauste, elle a été l'alibi et le contexte qui l'ont rendu possible sur le plan logistique. Et lorsque les ressources consacrées à la guerre entrèrent en concurrence avec celles consacrées à l'extermination, c'est l'extermination qui l'emportait. Tout ce qui suit dans cette histoire n'est que la conséquence de ce renversement unique. Pour comprendre pourquoi le 30 janvier 1933 a été possible, il faut remonter à l'homme qui est entré dans ce bureau du palais présidentiel. Adolf Hitler est né le 20 avril 1889 à Braunau am Inn, une petite ville située sur la rive autrichienne de l'Inn, face à la frontière avec la Bavière. Son père, Alois Hitler, était fonctionnaire des douanes, un fils illégitime qui avait porté pendant 39 ans le nom de famille Schicklgruber avant de le changer en 1876 pour Hitler, la forme du nom de Johann Georg Hitler, qui avait reconnu la paternité d'Alois à titre posthume. Hitler lui-même a avoué lors de conversations privées que Heil Schicklgruber aurait semblé inconcevable comme salut national. Le changement de nom de famille de son père fut, littéralement, le premier coup de chance de sa vie, et il eut lieu 13 ans avant sa naissance. Sa mère, Clara Pölzl, fut, selon tous les témoignages disponibles, la personne que Hitler a sincèrement aimée tout au long de sa vie. Le médecin juif Eduard Bloch, qui s'occupa de Clara Hitler pendant son agonie due à un cancer du sein qui prit fin le 21 décembre 1907 et qui s'enfuit plus tard de l'Allemagne nazie sous la protection explicite d'Hitler lui-même, la décrivit comme une femme simple, modeste et bienveillante, aux cheveux châtains et aux yeux gris-bleus d'une belle expression. Et il a décrit la douleur du fils face à sa mort comme quelque chose qu'il n'avait jamais vu au cours de ses près de 40 ans de pratique médicale. Le désarroi d'un jeune homme qui était revenu de Vienne pour veiller à son chevet et qui, dans les jours qui suivirent à l'enterrement, revint au cabinet de Bloch pour le remercier personnellement de ses soins. Hitler garda une photo de sa mère jusqu'à ses derniers jours dans le bunker. Le biographe Robert J. L. Waite a souligné dans son étude que l'un des traits les plus frappants de l'adulte Hitler était son infantilisme. Le chef d'État qui décidait du sort des nations avait les goûts, les obsessions et le mode de vie de l'adolescent de Linz. Il collectionnait des livres sur la phrénologie et la crânéologie, cette pseudo-science consistant à mesurer les crânes pour en déduire le caractère. Il consommait en privé des quantités industrielles de chocolats et de bonbons. En 1937, il convoqua un groupe de spécialistes médicaux dirigé par le célèbre chirurgien Ferdinand Sauerbruch afin qu'ils mesurent à l'aide de calibres et de rubans à mesurer chaque centimètre de son crâne et qu'ils le comparent aux mesures de Frédéric le Grand, de Bismarck et de Napoléon. Il écouta avec une satisfaction enfantine lorsqu'on lui dit que certaines de ces mesures étaient remarquablement similaires à celles de Frédéric. « Oui, notez tout », leur dit-il. Son père mourut alors qu'il avait 13 ans. Son frère Edmund était décédé à l'âge de 11 ans. La protection excessive d'une mère anxieuse et la présence menaçante d'un père autoritaire et colérique ont laissé une empreinte que ses biographes débattent depuis des décennies. Ce qui est en revanche bien documenté, c'est son parcours ultérieur. Abandon scolaire, échec répété aux examens d'entrée à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne en 1907, puis à nouveau en 1908, année de pauvreté passée dans les foyers pour sans-abri de la capitale austro-hongroise, où il vendait des aquarelles représentant des motifs viennois à des touristes et à des marchands de cadres. L'Académie a rejeté ses œuvres à 2 reprises. Le directeur du département de peinture lui a suggéré de s'orienter vers l'architecture. Mais Hitler ne possédait pas le baccalauréat requis pour entrer à l'école d'architecture. La porte lui était fermée. Les jeunes dont les rêves s'effondrent se replient parfois sur eux-mêmes. Hitler, lui, s'est tourné vers le monde. C'est le 22 février 1920 que Hitler prit la parole devant une foule de plus de 2000 personnes au Hofbräukeller de Munich, lors du premier grand rassemblement public du NSDAP. L'effet fut transformateur, non seulement sur le public, mais aussi sur lui-même. Le professeur Karl Alexander von Müller, historien à l'université de Munich qui assistait à ces premiers rassemblements, décrivit ce qu'il voyait. Un homme maladroit qui, dès qu'il se mettait à parler, se transformait en une autre personne, remplissant la salle de sa voix, dissipant les réticences du public avec une énergie qui semblait circuler entre l'orateur et l'auditoire dans une spirale qui s'amplifiait d'elle-même.
Le journaliste et écrivain allemand Konrad Hayden, qui a entendu Hitler des dizaines de fois et fut l'un de ses premiers détracteurs, le décrivait comme un homme capable, en l'espace de quelques minutes, de transformer une foule silencieuse et sceptique en une masse vibrante et unie. Ces paroles filent comme une flèche vers leur but. Elles touchent chaque blessure intime à vif, libèrent l'inconscient collectif, expriment ses aspirations les plus intimes, lui disent ce qu'il a le plus envie d'entendre. Il avait découvert son instrument, la seule capacité exceptionnelle dont il était certain de disposer. L'inflation galopante de 1923, la Grande Dépression qui débuta en 1929, le traumatisme collectif de la défaite de 1918, l'humiliation du traité de Versailles avec sa clause de responsabilité de la guerre et ses réparations impossibles à payer, créèrent l'écosystème dans lequel ce talent devint mortel. Alan Bullock a souligné dans sa conférence de 1994 que rien dans la jeunesse d'Hitler, pas plus que dans celle de Staline, ne laissait présager les pouvoirs dont il ferait preuve plus tard, et qu'aucun des deux n'aurait triomphé sans une succession de coups de chance qu'ils n'avaient pas eux-mêmes provoqués. Pour Hitler, le coup de chance décisif fut la crise économique. Lors des élections de 1928, le NSDAP avait recueilli 800 000 voix, soit 2,6% de l'électorat. Un parti marginal, extrémiste, violent, négligeable. Le krach de Wall Street en octobre 1929 a complètement changé la donne. En 1930, le chômage en Allemagne touchait 3 millions de personnes. En 1932, on comptait plus de 6 millions de chômeurs, soit 30% de la population active. En juillet 1932, le NSDAP a recueilli plus de 13 millions de voix, soit 37,4% du total. Mais cela ne suffisait pas non plus pour accéder au pouvoir. Hitler perdit 2 millions de voix en novembre 1932, tombant à 33,1%. La marée semblait se retirer. Et c'est alors, au moment où le mouvement commençait à perdre de son élan électoral, que l'élite conservatrice intervint. Von Papen avait besoin des voix nazies pour former un gouvernement stable. Hindenburg devait se débarrasser de Schleicher, dont le mandat de chancelier s'était soldé par un échec. Les négociations se sont déroulées dans des salons privés au cours du mois de janvier 1933. Le 22 janvier, Von Papen rencontra Hitler chez le banquier Kurt von Schröder, à Cologne. Le 29 janvier, Hindenburg demanda à von Papen s'il pouvait œuvrer à une solution dans le cadre constitutionnel avec le soutien du Reichstag. La réponse implicite était Hitler. Le 30 janvier, à 11h30 du matin, Hindenburg signa le décret de nomination. Goebbels nota dans son journal « Hitler est chancelier du Reich ». On dirait un conte de fées. Personne dans cette salle ne comprenait ce qui venait de se passer. La plupart pensaient qu'Hitler serait maîtrisé, apprivoisé, utilisé. Hugenberg avait déclaré à un ami qu'il l'avait engagé comme un employé. Von Papen fut plus explicite. « Dans 2 mois, nous aurons acculé Hitler dans un coin où il se mettra à hurler. » Sebastian Haffner, alors jeune avocat berlinois qui allait devenir l'un des analystes les plus lucides du phénomène nazi, se souvint que la plupart de la presse sérieuse considéra cette nomination comme un épisode de plus de l'instabilité politique de Weimar, un gouvernement qui ne survivrait probablement pas à l'hiver. En 53 jours, ce calcul s'était révélé irréversible. Le paradoxe central de la violence hitlérienne est qu'elle fut immense et en même temps sélective d'une manière qui la distingue de tous les autres autocrates du XXe siècle. La terreur nazie a bel et bien existé. Il n'y a aucune ambiguïté sur ce point. La Gestapo, la police secrète d'État, fusionnée sous Heinrich Himmler avec les SS au sein d'une structure relevant directement d'Hitler et fonctionnant en totale marge de toute contrainte constitutionnelle, fut l'un des instruments de répression politique les plus efficaces que le XXe siècle ait produit. Les camps de concentration ont commencé à fonctionner quelques jours après l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Dachau a ouvert ses portes le 22 mars 1933 dans une ancienne usine de poudre à canon située à la périphérie de cette ville bavaroise, à 12 km de Munich. Mais cette violence était systématiquement dirigée vers l'extérieur du mouvement et non vers l'intérieur. Staline a tué ses propres commissaires politiques, ses propres maréchaux, les hommes mêmes qui avaient refait la révolution aux côtés de Lénine. Il a fait de la terreur interne au sein des plus hautes sphères du pouvoir son outil fondamental de gouvernance.
Alan Bullock, qui a consacré sa vie universitaire à comparer ces deux hommes et dont l'ouvrage « Hitler et Staline, vie parallèle », publié en 1991 et révisé en 1993, est l'une des études comparatives les plus rigoureuses sur ces deux personnages, a souligné qu'il existait entre eux une différence de style qui révélait en même temps une différence de nature. Staline opérait dans l'ombre, Hitler agissait sous les feux de la rampe. Staline était le calculateur, Hitler le parieur. Le Géorgien était l'administrateur chevronné, s'imposant une discipline de travail régulière. L'Autrichien restait l'artiste homme politique, détestant la routine. Hitler a laissé les dirigeants nazis les plus puissants, Göring, Himmler, Goebbels, Ley, bâtir des empires rivaux et se battre entre eux. L'État nazi n'était en aucun cas un bloc monolithique. Bullock, reprenant la terminologie de Martin Brossat, l'a qualifié d'anarchie autoritaire, d'improvisation permanente, de chaos administratif à l'opposé exact de l'image que le régime projetait à l'extérieur. Cela ne signifiait pas pour autant qu'Hitler fût un dictateur faible. Au contraire, la fragmentation du pouvoir sous Hitler renforçait la position de ce dernier en tant que seul point de convergence. Chaque fief en guerre avait besoin de la faveur du Führer pour survivre. La concurrence était le mécanisme de contrôle. Ce qu'Hitler n'a jamais fait, c'est se purger vers le haut. L'appareil de répression qu'il mit en place visait les ennemis définis idéologiquement. Les juifs, les communistes, les sociaux-démocrates, les opposants politiques, les groupes raciaux qualifiés de sous-humains par l'idéologie nazie. Il ne visait pas ses propres champions. Ce même Himmler, qui a mis en place et dirigé l'appareil d'extermination massive, ce système de camps qui a coûté la vie à des millions d'Européens, a conservé ses fonctions de Reichsführer SS et de chef de la police allemande jusqu'à ce qu'il trahisse Hitler dans les dernières semaines en tentant de négocier la paix avec les alliés occidentaux. Ce n'est qu'alors qu'Hitler l'a démis de ses fonctions, alors que cette destitution n'avait plus aucune conséquence. Il y a un aspect du Troisième Reich que peu de gens comprennent correctement et qui est essentiel pour saisir pourquoi Hitler fut ce qu'il fut. Il ne s'est jamais intéressé au pouvoir. Ian Kershaw l'a formulé de manière définitive. Hitler détestait l'administration et s'absentait de la chancellerie pendant de longues périodes. La constitution de Weimar n'a jamais été formellement remplacée. Les droits constitutionnels des citoyens ont simplement été suspendus par décret d'urgence, jamais formellement abolis. Le seul fondement constitutionnel du régime nazi était la loi d'habilitation de mars 1933. Le Conseil des ministres se réunissait de moins en moins souvent et ne se réunit plus du tout après février 1938. Ce qui comptait, c'étaient les décrets personnels du Führer. L'État du Führer n'était pas une machine bureaucratique efficace. C'était un système de loyauté personnelle rayonnant à partir d'un centre qui se réservait le droit d'intervenir de manière absolue à tout moment, sur n'importe quel sujet, sans consulter personne. L'historien Martin Brossat a décrit le résultat comme un processus continu de radicalisation cumulative. En l'absence d'instructions claires et d'une chaîne de commandement rationnelle, les subordonnés rivalisaient pour devancer les souhaits du Führer, poussant les politiques vers des positions toujours plus extrêmes, car la modération pouvait être interprétée comme de la tiédeur et la tiédeur comme une trahison. Les deux instruments de pouvoir les plus concrets qu'Hitler mit en place en dehors de l'appareil d'État officiel furent le plan quadriennal, dirigé par Göring, qui absorbait une part croissante de l'économie allemande et, à terme, des économies des pays occupés, avec pour priorité le réarmement exigé par Hitler, et la fusion de la police et de la Gestapo avec les SS de Himmler, qui a supprimé la fonction policière de l'État pour la confier à une entité inconnue de la Constitution et responsable uniquement devant Hitler. Hitler a construit, parallèlement à l'État, un anti-État personnel, et c'est dans cet anti-État personnel qu'il vivait ce qui lui tenait véritablement à cœur, la mission raciale. Le programme qu'il avait annoncé en toute clarté dans Mein Kampf, publié en 1925 et 1926, à la disposition de quiconque souhaitait le lire. La conquête du Lebensraum, l'espace vital à l'Est, aux dépens des slaves. La destruction du marxisme. L'élimination de l'ennemi juif qui, dans sa Weltanschauung, était à l'origine de tous les maux du monde moderne. Ce n'était pas de la rhétorique politique, ce n'était pas de la démagogie électorale calculée pour capter des voix.
c'était le véritable programme, le seul véritable programme au service duquel tout le reste n'était qu'un moyen. Bullock a posé la question la plus troublante lors de sa conférence de 1994. Si Hitler et Staline n'avaient pas existé, quelque chose de similaire se serait-il produit? Sa réponse fut non, pas sous la même forme, pas avec le même degré de radicalité, pas au même coût humain. Les circonstances ont créé cette possibilité. Ce sont les hommes qui ont déterminé ce qu'il en a été fait. Et il n'y a aucun autre dirigeant parmi ceux qui étaient disponibles au sein du NSDAP en 1933, ni Göring, ni Himmler, ni Goebbels, qui aurait conduit le pays là où Hitler l'a conduit. Le 19 mars 1945, Adolf Hitler signa un décret sans équivalent dans l'histoire militaire moderne. On l'appelle le décret de Néron, bien que cette appellation provienne d'observateurs extérieurs et non du texte officiel qui portait l'intitulé austère et bureaucratique de « mesures de destruction sur le territoire du Reich ». Ce décret constituait un ordre de démolition systématique de l'ensemble des infrastructures allemandes avant que les Alliés ne puissent s'en servir. Ponts, usines, centrales électriques, chemins de fer, entrepôts alimentaires, réseaux d'approvisionnement en eau. Derrière la semaine où il l'a signé se cache une conversation qu'Albert Speer, le ministre des Armements du Reich, a consignée dans ses notes prises 10 jours plus tard. Hitler lui avait dit, dans le bureau de la chancellerie au milieu des décombres causés par les bombardements, que si la guerre était perdue, la nation méritait elle aussi de périr, car elle s'était révélée être la plus faible. Seuls les inférieurs méritaient de survivre. Le peuple allemand, en d'autres termes, allait être puni pour ne pas avoir été à la hauteur. Speer, ce technocrate froid qui avait mis en place l'appareil d'armement ayant permis à l'effort de guerre allemand de se poursuivre plus longtemps que ne l'aurait prédit toute analyse rationnelle, resta sans voix. Cela faisait des semaines qu'il tentait de convaincre Hitler de ne pas détruire les infrastructures dont l'Allemagne aurait besoin pour se reconstruire. Dans son mémorandum adressé au Führer, il faisait valoir qu'il n'avait pas le droit, à ce stade de la guerre, de détruire ce dont le peuple allemand aurait besoin pour exister à l'avenir. La réponse d'Hitler fut le décret Néron, une déclaration de guerre contre ses propres citoyens. La réponse de Speer fut de saboter le décret en silence, en collaborant avec des industriels et des généraux pour entraver son application pendant les semaines qui restaient. Le décret ne fut jamais appliqué dans toute son ampleur, car l'effondrement du front survint plus rapidement que l'appareil administratif ne pouvait exécuter les ordres. Mais le fait qu'il ait existé, le fait que Hitler l'ait signé et l'ait justifié par cette logique de la survie du plus fort qui se retournait contre le peuple même qu'il était censé diriger, en fait l'un des documents les plus révélateurs de la véritable nature du Troisième Reich. Tout autre dictateur qui perd s'enfuit. Hitler, quant à lui, alors qu'il était en train de perdre, détruit son pays. L'historien Christian Goeschel, dans son ouvrage « Suicide in Nazi Germany », publié par Oxford University Press en 2009, a documenté un phénomène sans précédent dans l'histoire moderne. Une vague de suicides au sein même des cercles du régime qui, selon l'analyse de Goeschel, n'a d'équivalent dans aucun registre historique comparable. Les chiffres sont précis et terrifiants. Parmi les dirigeants du parti, Joseph Goebbels s'est suicidé le 1er mai 1945 aux côtés de son épouse Magda, après avoir ordonné que l'on administre du cyanure à ses 6 enfants dans le bunker, Helga, Hildegard, Helmut, Holdin, Hedwig et Heidrun, âgés de 4 à 12 ans. Heinrich Himmler s'est suicidé le 23 mai 1945 en mordant dans une capsule de cyanure, après avoir été identifié par les Britanniques. Hermann Göring s'est suicidé le 15 octobre 1946, quelques heures avant son exécution prévue, également au cyanure. Martin Bormann est probablement mort le 2 mai 1945 en tentant de fuir Berlin, bien que son sort exact ait fait l'objet de débats pendant des décennies. Parmi les militaires, 53 des 554 généraux de l'armée allemande se sont suicidés en 1945. 14 des 98 généraux de la Luftwaffe, 11 des 53 amiraux de la Kriegsmarine. À Berlin seulement, plus de 7000 suicides ont été enregistrés au cours de l'année 1945, selon les archives municipales. Le chiffre réel était probablement plus élevé. De nombreux décès survenus à cette période n'ont pas été enregistrés du tout.
Aucun autre régime politique du XXe siècle n'a connu un tel nombre de dirigeants et d'officiers qui se sont donné la mort après la défaite. Les dirigeants du fascisme italien, du régime de Vichy et des gouvernements collaborationnistes d'Europe de l'Est se sont enfuis, se sont rendus ou ont été capturés. Ceux du Troisième Reich se sont suicidés à un rythme sans précédent. Le pistolet Walter PPK de calibre 6,35 avec lequel Hitler s'est tiré une balle dans la tempe droite le 30 avril 1945 dans le Führerbunker, à 8,5 mètres sous terre dans le jardin de la chancellerie du Reich, tandis que les obus soviétiques creusèrent le sol à quelques mètres de là, n'a pas fait exception à cette vague. Il en a constitué le point culminant. L'image que la propagande du Troisième Reich a projetée au monde entier, et que beaucoup continuent de confondre avec la réalité, était celle du moine roi. L'homme qui avait renoncé à tous les plaisirs terrestres pour l'Allemagne. Le végétarien austère, celui qui ne buvait pas d'alcool et ne fumait pas, celui qui n'avait pas de vie privée car sa vie appartenait entièrement au peuple allemand. Joseph Goebbels, le ministre de la propagande, a construit cette image avec brio pendant plus d'une décennie. L'appareil photographique du photographe officiel Heinrich Hoffmann l'a étayé par des milliers d'images soigneusement sélectionnées. La réalité de sa vie privée était bien différente. Le biographe Robert Payne, dans son étude sur Hitler publiée en 1973, fut l'un des premiers à souligner systématiquement que cette image ascétique était en grande partie une création de Goebbels, conçue pour mettre en scène l'engagement total du Führer envers la cause. En privé, Hitler mangeait des Leberklöße, des boulettes de foie qui ne cadraient pas vraiment avec l'image de végétarien pur qu'il projetait. Il buvait du vin dilué avec de l'eau. Et il entretenait une relation de longue date avec Eva Braun, sa compagne dans la résidence de montagne du Berghof sur l'Obersalzberg. Eva Braun était entrée dans la vie d'Hitler en tant qu'employée du photographe Hoffmann en 1929, alors qu'elle avait 17 ans et lui 40. Pendant plus de 15 ans, elle fut sa compagne en privé, invisible aux yeux du public allemand, niée de manière existentielle par le culte du Führer solitaire. Hitler la tint de sa vie publique avec une minutie qui reflétait à quel point l'image du Führer sans engagement privé dépendait de son invisibilité. L'après-midi du 30 avril 1945, dans le Führerbunker, Eva Braun mourut empoisonnée au cyanure. Ils s'étaient mariés moins de 40 heures auparavant. Sur le plan financier, l'historien Chris Wheaton, dans son ouvrage Hitler's Fortune, a reconstitué la fortune du dictateur à partir de sources d'archives. En 1918, Hitler était un indigent littéralement sans domicile fixe. 25 ans plus tard, il était probablement l'homme le plus riche d'Europe. Ses sources de revenus étaient multiples. Les droits d'auteur de Mein Kampf que chaque couple de jeunes mariés en Allemagne recevait en cadeau de l'État et que chaque écolier possédait, généraient chaque année des millions de marques de redevances qui allaient directement à Hitler. Les droits à l'image liés à l'utilisation de son portrait sur les timbres-poste allemands, qui ont commencé à circuler à partir de 1934, généraient un flux continu de revenus que l'État lui versait personnellement. L'Adolf Hitler Spende, ce fonds spécial auquel l'industrie allemande contribuait volontairement chaque année, venait s'ajouter à tout cela. Et selon des archives des services de renseignement britanniques rendues publiques en 2004, il existait au moins un compte secret auprès de l'ancêtre de la banque postale néerlandaise. L'homme qui avait vendu au peuple allemand l'idée du renoncement à soi-même amassait en privé l'une des plus grandes fortunes du continent. La seule chose d'authentique dans son image publique était son engagement idéologique. Et c'est cet engagement idéologique qui a fini par détruire le pays. Le 22 juin 1941, à 3h15 du matin, 3,2 millions de soldats allemands franchirent les frontières de l'Union soviétique sur le plus vaste front de l'histoire de la guerre. L'opération Barbarossa mobilisait 153 divisions allemandes ainsi que 37 divisions alliées. Le front s'étendait sur 2900 km, de la mer Baltique à la mer Noire. La décision de lancer cette attaque fut prise personnellement et de manière irrévocable par Hitler. Prise le 31 juillet 1940, à peine 6 semaines après la chute de la France, alors que les Allemands célébraient encore la victoire la plus rapide et la plus complète qu'aucune armée européenne n'ait remportée depuis Napoléon,
Hitler ordonna à l'état-major de l'armée de commencer à planifier une campagne de 5 mois qui détruirait l'État soviétique. Il l'ordonna sans consulter personne. Il l'ordonna en sachant que la Grande-Bretagne était toujours en guerre. Il l'ordonna, convaincu, avec la certitude absolue que la victoire sur la France avait ancré en lui de manière permanente, que son jugement stratégique était infaillible. Bullock a souligné que seuls des dirigeants totalement sûrs de leur position et libres d'agir sans consultation pouvaient prendre le risque de s'engager dans des choix politiques aussi radicaux. Hitler pouvait signer le pacte Ribbentrop-Molotov avec l'Union soviétique en août 1939, puis lancer une guerre d'extermination contre elle moins de 2 ans plus tard, car il incarnait le régime et n'avait de compte à rendre à personne. L'opération Barbarossa fit 4 millions de prisonniers soviétiques avant la fin de l'année 1941. Près de 3 millions d'entre eux périrent en captivité allemande. Cet hiver-là, les températures chutèrent à des niveaux que les planificateurs allemands avaient systématiquement ignorés dans leurs calculs. Les soldats allemands combattaient en bottes d'été, alors que le thermomètre affichait 40 degrés sous zéro. Les pièces d'artillerie refusaient de fonctionner. Les moteurs des chars gelaient pendant la nuit et ne pouvaient plus démarrer le matin. Et c'est à ce moment-là, en décembre 1941, qu'Hitler commit ce que l'historien Alan Bullock lui-même a qualifié d'erreur stratégique la plus incompréhensible de la guerre, déclarer la guerre aux États-Unis 4 jours après Pearl Harbor, le 11 décembre 1941. Il n'était pas obligé de le faire. Le pacte tripartite avec le Japon et l'Italie ne l'obligeait pas automatiquement à soutenir le Japon dans une guerre offensive que ce dernier avait déclenchée. Il l'a fait de son plein gré. Il a doublé la mise au pire moment possible. Le politologue John Mearsheimer et d'autres analystes de la politique internationale ont souligné que cette décision a transformé ce qui aurait pu être une guerre européenne limitée en un conflit véritablement mondial que l'Allemagne n'avait aucune chance réelle de gagner. Hitler l'a fait quand même, car la logique qui régissait ses décisions n'était pas celle de la survie du régime, c'était la logique de la mission. Et pour la mission, la guerre n'était pas l'objectif, c'était le moyen. En janvier 1942, dans une villa de 20 pièces au bord du lac de Wannsee, dans la banlieue sud-ouest de Berlin, 15 hauts responsables nazis et de la SS se sont réunis pendant environ 90 minutes sous la présidence du SS Obergruppenführer Reinhard Heydrich, chef de l'Office central de sécurité du Reich. L'objectif de cette conférence était de coordonner la mise en œuvre de ce que les documents appelaient la solution finale de la question juive. Le protocole de Wannsee, le compte-rendu de cette réunion rédigé par Adolf Eichmann, estimait à 11 millions la population juive d'Europe à laquelle ce programme devait s'appliquer. Ce chiffre incluait les juifs des pays non encore occupés, la Grande-Bretagne, 330 000, l'Irlande, 4 000, la Suisse, 18 000, et l'Espagne, 6 000. Le champ d'application du plan ne se limitait pas à l'Europe occupée. Il concernait l'Europe tout entière. L'extermination systématique par les chambres à gaz avait commencé avant cette réunion. Le centre d'extermination de Chełmno, en Pologne occupée, a commencé ses opérations le 8 décembre 1941. Bełżec a commencé le 17 mars 1942. Sobibor, le 16 mai 1942. Treblinka, le 22 juillet 1942. Auschwitz-Birkenau, le plus grand des centres d'extermination, a développé sa capacité industrielle d'extermination tout au long des années 1942 et 1943, jusqu'à ce que ces 4 crématoires puissent incinérer jusqu'à 4756 corps par jour. Treblinka n'était pas un camp de travail. Il n'y avait pas de sélection médicale sur le quai, pas de distinction entre ceux qui pouvaient travailler et ceux qui ne le pouvaient pas. Les trains arrivaient, les portes s'ouvraient. Les déportés étaient conduits vers les chambres à gaz en une vingtaine de minutes. L'ensemble du camp s'étendait sur environ 600 mètres sur 400. Il était exclusivement conçu pour tuer. En 16 mois de fonctionnement, entre juillet 1942 et août 1943, environ 900 000 personnes ont trouvé la mort dans ces chambres à gaz, selon les estimations du musée de l'Holocauste des États-Unis. Bullock a souligné, dans son analyse de l'origine de la solution finale, qu'il n'y avait qu'un seul homme parmi les dirigeants nazis capable de concevoir quelque chose d'aussi grandiose et d'aussi monstrueux,
Ni Himmler, ni Göring, mais Hitler. Et que s'il y eut une année où Hitler fut capable de franchir le pas entre imaginer cette solution comme un fantasme et l'imaginer comme une réalité, cette année-là fut 1941, la même année où il avait transformé en réalité littérale un autre fantasme, celui du Lebensraum, l'Empire à l'Est, par l'invasion de la Russie. Hitler a délégué l'organisation opérationnelle à Himmler, Heydrich et au SS. Mais selon l'analyse de Bullock, sans un Hitler pour concevoir ses projets et convaincre les autres qu'ils pouvaient devenir réalité, aucun des deux n'aurait vu le jour. À l'été 1944, alors que l'armée allemande s'effondrait en Normandie et que la débâcle du groupe d'armées Centre lors de l'opération Bagration éliminait en 6 semaines plus d'un demi-million de soldats allemands du front de l'Est, les trains transportant des Juifs hongrois vers Auschwitz-Birkenau arrivaient au rythme de 4 ou 5 convois par jour. Les militaires exigeaient cette capacité ferroviaire. Les SS l'ont obtenue. Hitler n'est pas intervenu. Au moment où la pression militaire était à son comble, l'extermination était la priorité. Un dictateur qui ne planifie pas la vie après lui-même a décidé d'une certaine manière profonde qu'il ne devrait pas y avoir de vie après lui. Hitler n'avait pas d'enfants. Il n'avait pas de petits-enfants. Il n'y avait aucune famille régnante qui attendait dans les coulisses, aucun neveu en cours de formation, aucun héritier façonné en secret. Lorsque Hindenburg mourut le 2 août 1934, Hitler ne rétablit pas la présidence de la République en y nommant un candidat de son choix. Il fusionna les titres de chancelier et de président en une seule fonction, celle de Führer et chancelier du Reich, créant ainsi un poste qui n'était qu'à lui et à lui seul. Le contraste avec les régimes conçus pour durer est absolu. La famille Kim est au pouvoir depuis déjà 4 générations en Corée du Nord. Kim Il-sung a bâti l'État. Kim Jong-il a hérité de l'État de son père. Kim Jong-un a hérité de l'État de son père. Les Assad ont gouverné la Syrie pendant plus de 50 ans, de père en fils. Les Duvalier ont gouverné Haïti pendant près de 3 décennies. Les Somoza ont contrôlé le Nicaragua pendant plus de 40 ans. Les Castro ont gouverné Cuba pendant plus de 60 ans. Staline, qui a éliminé tous ceux qui auraient pu lui succéder afin que personne ne puisse le faire, a néanmoins laissé un système qui a survécu 38 ans après sa mort. L'URSS s'est dissoute en 1991. Le stalinisme n'est pas mort avec Staline. L'État d'Hitler s'est dissous en 8 jours. L'amiral Karl Dönitz, désigné comme successeur dans le testament politique d'Hitler, dicté le 29 avril 1945, signa la capitulation militaire inconditionnelle le 7 mai 1945, avec effet à partir de minuit, le 8 mai. 8 jours après la mort d'Hitler, le Troisième Reich avait cessé d'exister en tant qu'entité politique. Le gouvernement de Flensburg, ce gouvernement fantôme que Dönitz présida pendant ces quelques jours depuis l'Académie navale de la Baltique, fut dissous par les puissances alliées le 23 mai 1945. Rien n'avait été construit pour lui survivre, car à un certain niveau que les historiens tentent encore de cerner avec précision, l'État n'était pas l'objectif en soi, il n'était qu'un moyen. Et lorsque ce moyen ne pouvait plus mener nulle part la mission pour laquelle il avait été conçu, sa destruction était la conséquence logique. Le Führerbunker était un complexe de 18 salles construit à 8,5 mètres sous le jardin de la chancellerie du Reich à Berlin. Les murs en béton armé avaient 4 mètres d'épaisseur. Le plafond mesurait 3 mètres et demi. Il était suffisamment solide pour résister aux obus des canons de campagne soviétiques qui s'abattaient sur la ville. Pas assez pour changer l'issue de la guerre. Hitler s'installa définitivement dans le bunker le 16 janvier 1945, lorsque l'effondrement du front de l'Est rendit impossible tout séjour à la chancellerie au niveau du sol. Il y passa ses 105 derniers jours. L'air y était constant et mécanique. Les générateurs qui alimentaient la ventilation vrombissaient en fond sonore 24 heures sur 24. L'humidité était élevée. Les couloirs sentaient le béton humide, la sueur et la cigarette, car dans le bunker, les gens fumaient, même si Hitler détestait cela. Les conférences militaires de midi, qui rassemblaient autrefois des dizaines de généraux autour d'énormes tables couvertes de cartes de l'Europe, s'étaient réduites à 4 ou 5 personnes penchées sur des cartes montrant des positions de plus en plus restreintes. Le 20 avril 1945, jour du 56e anniversaire d'Hitler,
L'atmosphère était plus funèbre que festive. Ce jour-là, il monta dans le jardin de la chancellerie pour passer en revue un groupe de délégations de l'armée de Courlande, des unités SS à Berlin et 20 jeunes des jeunesses hitlériennes qui avaient été décorés au combat. Les témoignages des personnes présentes décrivent un homme physiquement brisé, la main gauche tremblant de manière incontrôlable, le dos voûté, les yeux larmoyants et le regard vide, traînant les pieds pour marcher, incapable de garder son sang-froid. L'une des secrétaires qui l'observait depuis une fenêtre pensa que si ces jeunes des jeunesses hitlériennes voyaient de près celui qu'ils avaient juré de suivre jusqu'à la mort, quelque chose dans le monde se briserait. Le 22 avril, la confirmation arriva que l'armée rouge avait pénétré dans la banlieue nord de Berlin. L'attaque du général Felix Steiner, sur laquelle Hitler avait fondé ses derniers espoirs de briser l'encerclement, n'avait pas eu lieu. Les unités de Steiner n'avaient tout simplement pas attaqué, car elles n'avaient ni les hommes ni les moyens de le faire. Pendant une demi-heure, dans la salle de conférence du bunker, en présence de seulement 4 témoins, Hitler laissa éclater ce que le général Wilhelm Burgdorf, adjudant militaire, décrivit comme l'explosion la plus brutale qu'il eût jamais vue de toute sa carrière. Puis, la voix d'Hitler s'effondra en un murmure. La guerre était perdue. Il le dit à haute voix pour la première fois. Ses témoins restèrent silencieux. Il resta à Berlin. Cette même nuit, alors que les premiers de ses fidèles commencèrent à prendre congé pour s'enfuir vers le nord et le sud, que Göring envoyait son télégramme proposant de prendre la tête du gouvernement, et que Himmler tentait secrètement de négocier par l'intermédiaire de médiateurs suédois avec le général Eisenhower, Hitler les destitua et ordonna leur arrestation par des gestes qui n'avaient plus aucune substance réelle. Le 29 avril, à 1h du matin, il dicta son testament politique. Il y nommait Dönitz président du Reich et Goebbels chancelier dans cet ordre. Il plaçait Schörner à la tête de l'armée. Son testament privé régissait la disposition de ses biens personnels. Dans ce testament, il reconnaissait son mariage avec Eva Braun, célébré quelques heures auparavant par un officier d'état civil dans le bureau même du bunker, avec en toile de fond le grondement des obus soviétiques. Le lendemain, le 30 avril 1945, vers 15h30, dans le Führerbunker, Adolf Hitler s'est donné la mort d'une balle dans la tempe droite avec son pistolet Walter PPK. Eva Braun est morte à ses côtés après avoir ingéré du cyanure. Leurs corps furent transportés par l'escalier de secours jusqu'au jardin de la chancellerie et brûlés avec l'essence qu'ils avaient préparée, sous le feu incessant de l'artillerie soviétique. Le commandant soviétique Georgi Zhukov ne parvint à s'emparer du bunker que le 2 mai. Les restes d'Hitler et d'Eva Braun ne furent pas identifiés avec certitude par la médecine légale pendant des décennies. Dans son analyse de la mort d'Hitler, Ian Kershaw a écrit qu'il était mort vaincu mais sans remords, toujours convaincu de sa mission, regrettant seulement de ne pas avoir eu le temps de la mener à bien. La dernière phrase de son testament politique était une instruction adressée aux Allemands de maintenir en vigueur les lois raciales et de résister à l'empoisonneur universel de toutes les nations, reprenant la terminologie qu'il avait utilisée dans ses premiers discours à Munich en 1919. Rassemblez maintenant tous les éléments. Un homme à qui le pouvoir avait été confié légalement au lieu d'être pris par la force. Un homme qui a conservé le même cercle restreint pendant 12 ans sans purger aucun personnage important, ce qui contraste fortement avec presque tous les autocrates comparables de son époque. Un homme qui a personnellement mené la guerre la plus destructrice de l'histoire au niveau des divisions individuelles, laissant la stratégie d'ensemble aux mains de ses propres défauts. Un homme qui n'a bâti aucune dynastie, qui n'a préparé aucun successeur jusqu'aux dernières heures de sa vie et qui, à la fin, a donné l'ordre de détruire son propre pays comme un acte politique délibéré. Un homme qui est mort dans un sous-sol, entouré de collaborateurs qui périssaient à ses côtés, tandis que son appareil de propagande projetait l'image d'un Führer tombé au combat pour défendre Berlin. Et une image publique, celle du moine roi ascétique, qui n'était, dans presque tous ses détails, qu'une construction de propagande. Un homme qui, en 1945, était probablement le plus riche d'Europe, qui a gardé secrète pendant 16 ans l'existence de sa compagne,
qui a amassé une fortune provenant, entre autres, des droits d'auteur d'un livre que l'État remettait obligatoirement à chaque couple nouvellement marié en Allemagne. La seule chose véritablement cohérente, la seule qui trace une ligne droite entre le bureau de Munich en 1919 et le bunker en 1945, c'est la mission raciale apocalyptique. Tout le reste, le pouvoir, l'État, la guerre, l'image, la fortune, n'était qu'un moyen au service de cette mission. Et lorsque ces moyens ont failli, la réponse a été de les détruire. Les dictateurs ordinaires sont égoïstes. Et cet égoïsme, aussi tordu et brutal soit-il, a une conséquence que l'on néglige parfois. Les pays leur survivent. L'appareil soviétique a survécu à Staline. Cuba a survécu à Castro. La Corée du Nord survit à chaque Kim. Même le régime fasciste italien a survécu à Mussolini en tant qu'entité politique jusqu'à ce que Mussolini lui-même soit exécuté. Le régime d'Hitler n'a pas survécu à Hitler car il n'a jamais été conçu pour lui survivre. C'était la manifestation d'une volonté, pas une institution, et lorsque cette volonté s'est épuisée, la manifestation a disparu avec elle, emportant entre 60 et 85 millions de personnes. Voilà la véritable réponse à la question qui donne son titre à cette vidéo. Hitler est à l'opposé de tous les autres dictateurs, car tous les autres dictateurs, à un certain niveau, voulaient vivre, et parce qu'il a voulu exactement le contraire, parce qu'il a bâti un régime axé sur une mission plutôt que sur la survie, le bilan a été ce qu'il a été. Si ce qui rend Hitler unique en tant que dictateur est aussi ce qui l'a rendu particulièrement catastrophique, cela signifie-t-il que tous les autres dictateurs étaient, à leur manière horrible, le choix le plus sûr? Donnez votre réponse dans les commentaires.